Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est le professeur d'économie Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. On le voit beaucoup sur BFM, mais on le voit aussi de temps en temps, il vient nous voir. Exactement, et toujours avec plaisir. Voilà, c'est sympa. Et pas que seulement quand il a un livre, parce que là il a un bouquin, Les impôts, histoire d'une folie française, 60 ans de matraquage fiscal aux éditions Talendier. On va en parler juste un petit mot. Vous avez vu la Banque de France, pour faire réagir sur l'actu, qui a révisé la baisse sa prévision de croissance pour la France au premier trimestre. On passerait de 0,4 à 0,3. La production industrielle n'est pas très bonne sur la fin du premier trimestre. C'est de mauvais augure. L'objectif, c'est 1,3% de croissance en 2017, après 1,1% en 2016. Je pense qu'on aura la croissance de 1,3%, mais l'INSEE parlait de reprise poussive. Je pense qu'effectivement, on est dans une phase qui est la phase la plus favorable du cycle. Il y a des indicateurs qui nous montrent que ça va mieux, comme dirait notre président de la République. Le dernier indicateur positif, c'était la baisse du nombre d'allocataires du RSA l'année dernière. Donc, effectivement, la reprise est là, mais l'économie française n'est plus en capacité de répondre de façon vigoureuse à une amélioration de la tendance cyclique et de la tendance conjoncturelle. Donc, véritablement, ce dont a besoin l'économie française maintenant, c'est d'être remusclée sur le plan productif, c'est-à-dire... c'est ce qu'on fait, quand même un petit peu, là, avec le pacte de responsabilité, le CICE, oui, 40 alors milliards, le pacte de responsabilité, mais le CICE, c'était compétitivité emploi, et tout le monde a repéré assez vite que ça a été la Poste et la grande distribution qui en ont profité. C'était mal ciblé, c'est ça? C'était mal ciblé. On nous annonce... Mais on voulait faire baisser le chômage aussi, c'est pour ça qu'on a fait ça. Oui, bien sûr. On courait de lièvre à la fois. La compétitivité, le chômage, finalement, quand on court de lièvre, on n'en chope aucun, c'est ça? Il faut savoir effectivement faire des choix en politique, c'est ça la politique. Et donc, vous savez, la célèbre formule, l'homme politique qui vise la prochaine élection, l'économiste qui conseille de viser la prochaine génération. Alors, il faut aussi régler les problèmes immédiats de la population, hein, parce qu'une population qui se heurte à des refus de sa classe politique peut se montrer exaspérée et avoir des votes extrémistes. Mais je pense qu'il faut avoir une politique à plus long terme. La baisse de l'impôt sur les sociétés, par exemple, a été votée par la majorité sortante, mais à l'horizon 2020. Et donc, bon, ça va dans le bon sens. Ça va pas assez vite, quoi. Ça va pas assez vite. Bon, les impôts, 60 ans de matraquage fiscal, on l'a vu, on en a parlé juste avant avec Cyril Lachef de l'Opinion sur cette étude de l'OCDE, étude annuelle qui montre à quel point les salariés français sont taxés. Quand on regarde ce qu'on appelle le coin fiscal, l'écart entre ce que coûte un salarié à son entreprise et ce qui lui reste net dans la poche, c'est 40% en France, c'est 13 points de plus que la moyenne de l'OCDE. C'est un mal français endémique, cette taxation. En face, il y a aussi les services publics, il y a aussi les prestations. Le véritable enjeu, ce serait d'être capable de mesurer l'efficacité relative de ces services publics par rapport à celle des autres pays partenaires. Ce que l'on voit, et ce qui me frappe, moi, c'est qu'on rentre dans une période où le consentement à l'impôt, que tout le monde met en avant, en disant la France, une des forces de la France, c'est le consentement à l'impôt. Je pense que c'est pas aussi vrai que ça. Et je pense que j'aurais voulu à un moment donné appeler mon livre, mais c'était un peu provoquant, l'appeler de Poujade au bonnet rouge. C'est-à-dire d'expliquer qu'effectivement, les grandes réformes fiscales, pour s'imposer, doivent être bien gérées, annoncées. Et Pierre Poujade avait marqué une forme d'irritation du monde du commerce et de l'artisanat face à la mise en place de la TVA. Et Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque secrétaire d'État au budget, avait rebondi là-dessus après 1958 pour remettre en place le système fiscal et le réorganiser. Et là, maintenant, on a la révolte des bonnets rouges. Et pour l'instant, il n'y a pas de véritable réponse par rapport, effectivement, à ce dilemme qui est est-ce qu'on paie trop d'impôts ou est-ce qu'au contraire, on paie des impôts à hauteur des services qu'on nous rend? Quand on regarde l'impôt sur le revenu, le poids de l'impôt sur le revenu par rapport au PIB, il n'y a rien de choquant en France. On est même en dessous, hein, je parle de saut de contrôle. Hein. Oui, mais quand vous regardez, il est monté très très vite. Hein. Il était, il y a 10 ans, aux alentours de 50 milliards d'euros. Maintenant, il fait 75 milliards d'euros. Et rapporté au PIB. Oui, et rapporté au PIB, il s'est quand même accru. Alors après, on parle de l'impôt sur le revenu, mais il s'additionne à tout un tas de prélèvements divers et variés. La CSG, c'est une forme d'impôt sur le revenu. Et puis, il y a cette subsistance d'impôts très anciens. On a encore dans la campagne électorale un débat sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle a été conçue sous le directoire et elle est toujours là. Mais vous parlez justement de 60 ans de matraquage fiscal en France, et puis on a un candidat, puisque vous le citez indirectement, Emmanuel Macron, qui propose de supprimer 80% de la taxe d'habitation, enfin, pour que 80% des Français ne payent plus la taxe d'habitation. Ça va dans le bon sens, puisque vous... Oui, alors oui et non, mais ce que je lui reprocherais, c'est de s'arrêter au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a toute une fiscalité locale qui a été confortée par la décentralisation. Cette décentralisation qui, d'ailleurs, à mon avis, a été plus une féodalisation qu'une véritable décentralisation. On a créé des gens en leur donnant des pouvoirs, ils ont alourdi considérablement la dépense publique, avec comme conséquence qu'ils ont réclamé de plus en plus de recettes. Et on a calé là-dessus cette fiscalité locale qui a vieilli. Elle est née sous le directoire
directoire. Elle a été modifiée pour les entreprises avec le passage de la patente à la taxe professionnelle. Mais rappelez-vous, on fait la taxe professionnelle et la réaction de François Mitterrand, qui est le leader de l'opposition, c'est que c'est un impôt stupide, sauf qu'il ne la supprime pas. Et celle de Jacques Chirac, qui est Premier ministre à la même époque, c'est de dire mais il a raison, c'est un impôt stupide. Donc il n'y a pas de véritable réponse organisée, réfléchie aux besoins de ce Pourquoi il ne va pas assez fiscalité. loin, Emmanuel Macron, sur la taxe d'habitation? Vous auriez voulu qu'il la supprime pour 100% des ménages? Oui, parce que immédiatement, si vous voulez, les collectivités locales lui disent mais si vous supprimez l'ensemble de la taxe d'habitation, le manque à gagner pour nous est beaucoup plus important que si vous en supprimez 80 des gens qui, enfin, supprimez pas physiquement, mais si vous allégez, si vous supprimez le paiement de 80% des contribuables, et donc comment vous allez compenser ça? Alors on prend une demi-mesure. Je pense que la compenser à l'euro près par l'État. Enfin, oui, je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est effectivement une sorte de remise à plat, une remise à plat qui serait dans une logique où on supprime les niches fiscales, parce que là aussi. Alors qu'est-ce qui est ubuesque dans le système français, qu'on comprenne bien? C'est quoi? C'est l'hyperconcentration de l'impôt sur le revenu, le fait que voilà, 70% de l'impôt payé en France l'est par 10% des contribuables, c'est les prélèvements obligatoires dans leur ensemble. Je crois qu'il y a trois choses qui sont critiquables dans le système français. D'abord, il n'y a pas de véritable réflexion et doctrine sur l'utilité de l'impôt. Vous avez une vision très idéologique où l'impôt lutte contre les inégalités. Or, pour lutter contre les inégalités, l'impôt, ça abaisse les riches, alors que la dépense, si elle est bien ciblée, ça permet aux pauvres d'améliorer leur situation. Et donc, utiliser l'impôt comme réducteur des inégalités, à mon avis, c'est confiscatoire, punitif et donc contre-productif. Donc la réponse, c'est mieux cibler les dépenses, c'est ça? Mieux cibler les dépenses. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'on a laissé s'accumuler des couches d'histoire de l'impôt. Donc, encore une fois, on a cette fiscalité locale qui est issue du directoire. On a la fiscalité sociale, en fait, les prélèvements sociaux, qui sont issus des histoires de la sécurité sociale avec des coups de boutoir, les ordonnances de 67, le plan Juppé de 95. Et à chaque fois, on bricole à la marge pour répondre à des enjeux qui sont des enjeux d'équilibre à court terme. Et il n'y a pas de véritable réflexion sur comment on doit financer la sécurité sociale. Et puis, la troisième difficulté, c'est que à partir du moment où il y a une fiscalité qui est très lourde, tout un tas de gens vont essayer d'y échapper et dont on laisse prospérer des exonérations qu'on va appeler les niches. Et donc on arrive à toujours beaucoup de niches. Ça pèse toujours quoi, 90 milliards, 100 milliards? Oui, c'est ça, entre 80 et 100 milliards, et avec des dispositifs qui sont des dispositifs extrêmement compliqués. C'est pas de l'évasion fiscale, encore une fois, tout ça est très légal. Hein. Oui, tout ça est très légal. C'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'optimisation fiscale. Comme je l'ai dit, c'est que ça ne crée pas d'emploi si ce n'est parmi les conseillers fiscaux et les spécialistes du droit fiscal. En même temps, si vous supprimez les niches, c'est aussi une façon d'augmenter les impôts. C'est une hausse d'impôts déguisée de supprimer les niches. Oui, alors on peut supprimer les niches et mieux formater l'impôt. C'est-à-dire que vous prenez l'impôt sur les sociétés, facialement on a un des impôts sur les sociétés qui est les plus importants d'Europe, mais on vous dit, mais c'est pas vrai parce que les PME maintenant paient moins cher, parce que les grands groupes arrivent à utiliser tel ou tel avantage qui est inscrit dans la loi. Donc le véritable enjeu de l'impôt sur les sociétés, ce serait de dire, la base fiscale est simple, la base taxable, elle est claire, clairement identifiée, c'est le profit, et le taux, c'est 12,5 ou 15%, et puis on en reste là. Alors, quel est justement, puisqu'on va faire le lien avec la campagne présidentielle, on est à quelques jours du premier tour, quel est le candidat, selon vous, la candidate qui, pour le coup, a compris cette notion de matraquage fiscal, qui y répond et qui remet à plat le système? Mais je sais que vous inclinez, vous inclinez un peu pour François Fillon, vous êtes comme Pierre Gattaz, vous aimez bien François Fillon. Non, je pense que François Fillon a encore une fois un programme qui est un programme vers l'entreprise, donc il y a une logique. Mais ce que je pense, c'est que, si vous voulez, Jacques Rueff disait, soyez socialiste. Oh, ça nous remonte à longtemps. Ça. Oui, soyez socialiste, soyez libéral, mais ne soyez pas menteur. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de programmes socialistes dans les candidats. Il y a quelques programmes qui sont quand même assez menteurs. Et je ne vois pas véritablement de programme libéral. Et donc un vrai programme libéral... C'est pas celui de Fillon? Mais Fillon, il est plus patronal, comme je l'ai déjà dit, que libéral. Et je lui en veux de vouloir remettre en place la TVA sociale. La TVA sociale, ce n'est pas un bon impôt. Ça a déjà été démontré à diverses reprises par divers rapports, y compris quand il était Premier ministre. Pourquoi c'est mauvais? Parce que ça plombe l'activité, c'est ça? Parce que effectivement, pour moi, ça a deux inconvénients. D'abord, c'est une augmentation d'impôts, même si... Et ça éloigne, si vous voulez, la logique assurantielle et la logique de financement de la sécurité sociale par les gens qui en bénéficient. Et deuxièmement, ça va augmenter les prix. Et quand vous augmentez les prix, vous avez des mécanismes d'indexation qui se mettent en place, qui vont à l'encontre de ce que vous recherchez. Concrètement, si vous augmentez la TVA, vous augmentez les prix, vous augmentez le SMIC. Et vous dites faire la TVA sociale pour alléger le coût du travail, mais vous allez augmenter le coût du travail des entreprises qui emploient les emplois peu qualifiés. Donc, ce n'est pas un bon outil. Donc, il n'y a pas de programme libéral dans cette présidentielle? Il n'y a pas de programme vraiment libéral, non.
Alors, il y a des programmes menteurs, il y a des programmes quoi? Les socialistes. Alors, les programmes socialistes, c'est qui? Alors, le programme le plus tous les autres. Oui, non, le plus socialiste, clairement, c'est Marine Le Pen. C'est-à-dire, et ce que je trouve intéressant chez Marine Le Pen, c'est qu'elle pousse la cohérence intellectuelle des autres programmes socialistes, comme comme tous les eurosceptiques ou même une partie de la droite. Elle pousse jusqu'à la logique de ce protectionnisme qui se veut intelligent en disant, écoutez, vous pensez que la Grèce résoudra ses problèmes en sortant de la zone euro? Mais faisons la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas voté pour ça. Eux, ils n'ont pas voté pour ça. Mais de nouveau, la semaine dernière, on leur a dit, écoutez, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Votre dette publique les Grecs, votre dette publique va être très rapidement insoutenable. Sortez de la zone euro. Elle dit, écoutez, si ça résout les problèmes de la Grèce en termes de dette publique, ça résoudra les nôtres. Donc sortons de la zone euro. Et donc votre point, c'est que? Et donc, je dis, elle est vraiment socialiste et surtout, elle prolonge jusqu'à l'absurde les programmes de protectionnisme que nous présentent tous les autres candidats, la plupart des autres candidats, la préférence nationale, la préférence européenne, de réserver les marchés publics à un certain nombre. C'est-à-dire, eh bien, elle dit, je vais jusqu'au bout. Moi, je vais faire vraiment du protectionnisme. Et donc, après, le deuxième programme socialiste, c'est... Attends, je vous coupe, pardon, juste sur Marine Le Pen, c'est intéressant parce que, est-ce qu'il ne faut pas admettre que sortir de l'euro, ça résoudrait une partie de nos problèmes de compétitivité, que ça relancera la machine exportatrice française, notamment face à l'Allemagne, face à d'autres pays? Il faut quand même l'admettre que derrière, il y aurait beaucoup d'autres problèmes à gérer sur la dette française. Enfin voilà, mais si on met ça de côté, ça résoudrait certains problèmes. Ça relancerait le moteur de la croissance française quand même. Les deux erreurs fondamentales, je mets à part le côté des organisations de la vie quotidienne, parce qu'assez vite, il faudrait mettre en place un contrôle d'échange, comme on l'a connu en Grèce. C'est-à-dire que les Français seraient confrontés au fait que dans les distributeurs automatiques de billets, assez rapidement, on leur dirait vous n'avez droit qu'à retirer 50 ou 100 euros. Mais je pense que... Mais ils pourraient payer par carte bancaire. Oui, oui, absolument. Il pourrait. Mais je pense qu'il y a deux erreurs fondamentales d'analyse sur l'idée de sortir de la zone euro pour dévaluer. La première erreur, c'est que notre appareil productif n'est pas en l'état à l'heure actuelle de répondre à une dévaluation. C'est-à-dire que, on l'a vu, l'euro s'est déprécié. Hein. Elle parle d'ailleurs, elle ne dit pas d'évaluation, dépréciation. L'euro s'est considérablement déprécié sur les dernières années. Par rapport au dollar, là on dévaluerait par rapport aux marques, par rapport à l'Allemagne. Oui. Et avec qui on a 14 milliards d'euros de déficits commerciaux. Mais si vous voulez, cette dévaluation, on n'en a pas tiré profit. Par rapport à l'Allemagne, on est sûr d'une chose, c'est qu'on fait 100 milliards d'euros de commerce extérieur et les gens du Front National disent, écoutez, on devrait avoir une dévaluation d'environ 20%, une dépréciation entre le fait que l'euro allemand s'apprécierait et le nôtre, bon, on arriverait à 20%, ça ferait une ponction immédiate de 20 milliards sur le pouvoir d'achat de la population. C'est-à-dire que le programme du Front National, c'est de remettre de l'inflation dans le circuit, avec comme conséquence une perte de pouvoir d'achat de la population. Et il n'y aurait pas de gain sur les marchés extérieurs, encore une fois, puisqu'on aurait une devise hyper compétitive? Écoutez, si vous regardez les C'est le seul bienfait de son programme. Oui, absolument. Et donc, c'est tout pas le nier non plus. Oui, c'est tout l'ambiguïté de la dévaluation. Dans un premier temps, ça détériore vos comptes, parce que vos importations augmente mécaniquement. Alors que vos exportations, il faut un certain temps pour que les gens qui vous entourent... La fameuse courbe en J. C'est la courbe en J. Je reconnais le professeur. Voilà. Le problème de la courbe en J, c'est à quel moment est-ce que le J, est-ce que ça ne devient pas un W? C'est-à-dire qu'on passe assez souvent du J au W. C'est-à-dire qu'au moment où on pense que ça va aller mieux, il y a eu une telle inflation dans le système qu'il faut recommencer à dévaluer et on repart dans cette espèce d'onde de dévaluation et d'inflation qui a ruiné le Royaume-Uni dans les années 60. C'est un problème. C'est un programme, le programme du Front National, typiquement travailliste, années 60, qui a conduit le Royaume-Uni au FMI. Bon, un mot de François Fillon et d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il vaut mieux pas quand même un candidat, enfin entre un candidat, on va dire des choses différemment, entre un candidat qui promet 100 milliards d'euros d'économie et qui n'a peut-être pas le crédit politique, vu les affaires, pour le mettre en œuvre, ou qui sera gêné, en tout cas, ça c'est une évidence, peut-être par la rue, par les syndicats, et un candidat qui, lui, ne promet que 60 milliards d'euros d'économie, qui est moins ambitieux, mais qui a peut-être plus de chances de les mettre en œuvre. Vous choisissez quoi, vous? Écoutez, vous avez compris, c'était Fillon contre Macron. Oui. A priori, je prends les 100 milliards d'économies, sauf que les 100 milliards d'économies, comme les 500 000 emplois supprimés dans la fonction publique, ils ne sont pas référencés. C'est des chiffres qui sont mis en avant. Là où je ferai une critique aussi bien à Emmanuel Macron qu'à François Fillon, c'est de ne pas avoir précisé derrière ça quelle vision ils avaient de l'État, quelles sont les choses que doit faire l'État et quelles sont les choses dont l'État peut se défaire. C'est une vision comptable. Vous dénoncez une vision comptable des choses. Tout à fait. Mais derrière, ok, mais si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on revoit le périmètre de l'État. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on garde dans le giron de l'État? Et qu'est-ce qu'on donne au privé?
Exactement, mais écoutez, mais quoi? Non, mais non, mais je reprends un exemple simple. C'est en 88, François Mitterrand avait dit dans sa célèbre lettre aux Français, moi je suis candidat au poste de président de la République, pas au poste de directeur du budget. Donc je ne vais pas vous expliquer. En revanche, il avait dit ni privatisation ni nationalisation, le nini. Et deuxièmement, 88. il avait dit les télécoms et ça va être mis en situation d'autonomisation pour préparer une éventuelle logique de mise en concurrence. On y est. On y est, oui, absolument. Et donc maintenant, on devrait nous dire clairement, écoutez, l'enseignement, mais on va le mettre en concurrence. On va s'engager, on va faire de France une université numérique, qui existe déjà, l'opérateur historique de la privatisation de l'enseignement supérieur. Voilà ce que j'attends des candidats qui seraient un candidat libéral. On va faire de la sécurité sociale, non pas le réceptacle de la TVA sociale, mais l'opérateur historique de la gestion de la protection sociale qui va être mis en concurrence. Ça aurait été une démarche libérale. Bon, allez, il reste quelques minutes à passer ensemble. Des questions comme ça, un peu en rafale, avec des réponses un peu plus courtes. Programme le plus démago dans cette campagne? Je pense que le programme le plus démago, si vous voulez, c'est... Alors, il y en a, en deux mots, il y a celui de Mélenchon, puisque ça part dans tous les sens. Il est pour la paix, mais qui peut être contre. Qui peut être contre. Donc c'est totalement démagogique. Et le programme le plus surprenant pour moi, c'est quand même Jacques Cheminade. Parce que c'est pas idiot ce qu'il raconte. Mais donc il y a une partie démagogique sur la finance qui est assez la démagogie traditionnelle sur le capitalisme financier. Bon, je ne sais pas ce que c'est le capitalisme financier, mais cette idée les excès de la finance, l'hypertrophie de la sphère financière, dont on peut discuter. On peut discuter, oui, on peut en discuter, mais c'est assez convenu et tout ça. Mais en revanche, cette idée qu'effectivement le progrès humain va continuer, qu'on ne va pas vers une société de non-travail, mais au contraire, on est à l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle l'humanité va découvrir de nouvelles choses, va répandre effectivement une nouvelle dimension dans son activité. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, mais dans un contexte, encore une fois... un peu flou quand même. Un peu flou, un peu flou. Fou et flou. Programme qui est le plus à même de nous mener, qui nous mènerait en tout cas le plus dans le mur? Je pense que celui qui nous mènerait le plus dans le mur, ce serait un programme de rupture claire, nette avec l'Europe. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a le Front National, mais dans un mur qui est clairement identifié. Et sauf qu'il y a quand même près de la moitié des intentions de vote qui se portent pour des candidats. Oui, absolument. Et donc après tous ces programmes, que ce soit Mélenchon, Marine Le Pen, et puis ensuite les petits candidats entre guillemets qui veulent sortir ils sont dangereux. Et puis alors après il y a des candidats qui n'ont pas véritablement de programme, c'est-à-dire que les deux trotskistes, on ne sait pas s'ils ont un programme, mais en tout cas, si on mettait véritablement en application ce dont ils parlent et ce dont ils rêvent, on serait véritablement dans une situation assez dramatique. Qu'aucun pays d'ailleurs dans le monde ne pratique, enfin je parle sous votre contrôle. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Mélenchon se référait à Chavez, et donc on avait une expérience concrète de ce qu'il voulait faire. Il est moins enthousiaste sur le Venezuela. Venezuela qui était un pays hyper riche pour le coup, avec des ressources ressources pétrolières. Oui, qui a été ruiné par des programmes comme ceux qu'il défend. Candidat qui baisse le plus les impôts, parce on va boucler la boucle avec le livre de Jean-Marc Daniel sur les impôts, celui qui baisse le plus les impôts. Alors, la pression obligatoire, la pression fiscale au sens large. Ce qui est intéressant, c'est que tous les candidats, à part là aussi Mélenchon qui dit « moi je vais prendre l'argent dans les poches des riches », tous les candidats... Prends l'argent là où il est. Et oui, je vais prendre l'argent où il est, je vais faire les poches des riches, et je vais augmenter les impôts de 4 points de PIB. C'est en tondant les riches qu'on arrive à rendre les pauvres moins pauvres. Et donc, tous les candidats annoncent des baisses d'impôts, et je pense qu'il y a à la fois des baisses d'impôts en quantité et des baisses d'impôts en qualité. Mais qui en propose le plus? Alors, en quantité, c'est très difficile à savoir, puisque c'est normalement, on voit quand on regarde, Marine Le Pen en propose, François Fillon en propose, Emmanuel C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, alors après, ce que je trouve intéressant, le véritable enjeu dans ça, c'est la cohérence intellectuelle de la baisse d'impôts. Fillon et Macron veulent baisser ou supprimer l'imposition du capital et la transformer en une imposition des revenus du capital forfaitaire à 30%. Ouais. Et ça, je trouve que c'est la mesure de réorganisation, baisse des impôts, la plus intelligente et la plus souhaitable. Chez Fillon et chez Macron. Enfin, candidat qui baisse, a priori, qui aidera le plus à baisser le chômage en France, qui est la préoccupation principale des Français. Écoutez, je pense que là aussi, les deux candidats les plus sérieux dans la matière, c'est Macron et Fillon. Le choix de Marine Le Pen n'est pas absurde, hein, c'est la dévaluation compétitive, c'est la rupture avec tous les choix qui ont été faits en 83 par François Mitterrand et depuis... Quand on dit pas absurde, il y a sa logique, il y a des aspects... Il y a une logique, mais comme j'ai dit, c'est un programme dangereux et c'est un programme qui heurterait rapidement le pouvoir d'achat des Français sous forme d'inflation. Et donc c'est un problème. Mais on a bien vécu, j'étais très jeune à l'époque, mais dans les années 70, on a eu beaucoup d'inflation, on vivait pas si mal que ça. Oui, mais on a fini par décider de s'en débarrasser parce que quelque part on voyait bien que l'inflation était un leurre et surtout la forme
ultime de la sanction de l'inflation, ça a été en 83 le fait qu'on a mis un contrôle des changes assez rigoureux. Et derrière Marine Le Pen, il y a le retour du carnet de change de l'époque où les Français étaient, comme disait Madame Mitterrand à l'époque, enfermés par Monsieur Delors sur le territoire national. Et donc, si vous voulez, contre le chômage, il y a une logique Fillon, c'est pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et donc, j'axe tout sur les entreprises. Ça aussi, c'est cohérent. Et là, c'est pas dangereux. Et il y a une logique qui était la logique de Macron ministre, qu'on a du mal, à mon avis, à retrouver dans Macron candidat. Ah, il a un peu changé, c'est vrai qu'il était plus radical quand il était ministre. Exactement, il était beaucoup plus imaginatif quand il était ministre. Et c'était, je vais construire la société des clients, la société du travail libéré, la société de l'initiative individuelle. Et donc, c'est la combinaison des deux qui devrait permettre de réduire fortement le chômage. Allez, voilà, ce fut un plaisir comme à chaque fois avec Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP. Son livre « Les impôts, histoire d'une folie française, 60 ans de matraquage fiscal », c'est aux éditions Talendier. Merci Jean-Marc. Merci. Revoir.